Salut à tous, bienvenue sur Increase Your Capacity, le podcast où l'on parle de développement chez les jeunes sportifs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas. Thomas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Sydney, merci de m'avoir invité. Écoute, moi je m'appelle Thomas, j'ai créé le site internet Mon Budget Zen qui traite en fait de finances personnelles, d'épargne. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas. Thomas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Sydney, merci de m'avoir invité. Écoute, moi je m'appelle Thomas, j'ai créé le site internet Mon Budget Zen qui traite en fait de finances personnelles, d'épargne, d'investissement, et je traite vraiment toutes les thématiques liées à ces sujets-là. J'ai commencé il y a à peu près 1 an et demi, et en gros, donc mon activité, les services que je propose sont du coaching budgétaire principalement, mais je diffuse aussi beaucoup de contenu, donc un article et un podcast. Et le but, c'est vraiment d'aider les gens à reprendre le contrôle sur leurs finances personnelles, voilà, sur enfin, toutes les possibilités qu'il peut y avoir sur les finances. D'accord. C'est quoi qui t'a donné envie de faire ce blog, ce podcast ? Alors, il y a eu plusieurs choses, mais ça a été en fait un constat que j'ai fait de mon entourage en fait, je me suis rendu compte que des gens qui gagnaient euh, le même salaire que moi, donc qui avaient un niveau de vie relativement confortable, et qui, par leur façon de consommer, de gérer leur budget, n'arrivaient pas à réaliser les projets qui leur tenaient à cœur. Ils se sentaient un petit peu esclaves de leur salaire, enfin, de leur travail et de leur salaire. Et du coup, je me suis rendu compte qu'avec certaines méthodes que j'appliquais, en fait, beaucoup de monde pourrait vraiment plus profiter de leur salaire et surtout épargner pour réaliser ses projets de vie, et du coup ne plus se sentir emprisonné et avoir ce côté frustration de ne pas savoir où part son argent et pas réaliser ses projets. Pour donner un exemple, j'ai réalisé, les projets principaux que j'ai réalisés avec mon épargne, c'était 2 voyages de 1 an que j'ai pu faire en sac à dos, que j'ai pu me payer parce que voilà, j'ai épargné rigoureusement pour ce projet-là. Et quand je suis revenu, j'ai investi dans l'immobilier, où j'ai pu faire 2 apports pour les 2 apparts. Et, et quand je voyais qu'autour de moi, des gens qui avaient autant d'expérience que moi dans le même type de travail et qui au final n'avaient réussi à réaliser aucun projet qui leur tenait à cœur, je me suis dit, mais attends, comment ça se fait? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un vrai problème d'éducation financière en France, en fait, sur la façon de gérer nos finances, nos budgets, et qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et je voulais vraiment aider ces gens-là qui souhaitaient, voilà, qui sont partis du constat qu'ils n'arrivaient pas à gérer leurs finances, qu'ils ne savaient pas par où commencer, et leur montrer des méthodes simples pour optimiser leurs charges fixes ou pour gérer leur budget variable, et tout ça pour épargner plus, pour réaliser leurs projets. D'accord. Donc moi j'écoute ton podcast et je trouve ça hyper intéressant et justement il y avait pas une question mais une problématique que je vois. Alors je vois plus trop là où je travaille actuellement, mais avant j'étais coach de basket et souvent on voit qu'il y a des parents qui sont on va dire qui ont du mal quand l'enfant va évoluer dans le sport à suivre financièrement. Et du coup ma question c'était comment les parents ou les futurs parents peuvent préparer les activités que vont avoir leurs enfants ou leur prochain enfant. Alors, tu parles de préparer financièrement Ouais, ce préparer qu'ils vont payer. financièrement. C'est-à-dire que on sait, je sais pas moi, par exemple, mon gamin, il va faire, j'ai pas d'enfant, hein, mais admettons mon gamin va faire de la natation. Il va Ouais. falloir qu'il achète donc les lunettes, le maillot de bain, les palmes. Va falloir acheter le sac à dos, les serviettes. Va falloir faire les trajets. Donc tout ça aussi, ça va engager des frais. Il y aura aussi la licence, les compétitions, les goûters qui vont augmenter. Donc tout ça, c'est des frais qui vont arriver. Le rugby, ça va être pareil. Les chaussures, les chaussettes, les protèges tibia, les protèges dents, etc. Donc tout ça, c'est des frais. Et des fois, les parents, quand ils voient la facture à Ils la sont fin, démunis par rapport à ça, quoi. Ouais. exactement. Je pense que moi, le premier conseil que je pourrais donner, c'est l'anticipation. Comme dans tout ce qui est la gestion de budget, pour moi, c'est si tu es organisé et que tu anticipes suffisamment, déjà ça fait moins mal. C'est-à-dire que
Si, bon, je pense que voilà, en général, les parents, ils parlent comme avec leur enfant, ils sont au courant qu'à la rentrée, ils vont commencer tel ou tel sport. Au lieu de, en septembre, de se retrouver face à la réalité et se dire, bon, il y a les rentrées à payer, plus la licence de sport, plus l'équipement, forcément, ça fait mal. Par contre, si tu l'anticipes, tu te dis, OK, en septembre, j'aurai telle et telle dépense, toi, tu peux lisser les dépenses. C'est-à-dire que quand tu. Bon, après, voilà, il faut aussi rentrer dans le coût de la gestion de budget, mais si enfin, voilà, tu t'intéresses un peu à ça, tu commences à te faire un peu des budgets par mois, que tu le fasses ou non d'ailleurs, hein, mais pour les activités, bah, tu dis, OK, en juin, je vais peut-être acheter les équipements. En juillet, je vais voir pour payer la licence, peut-être en 2 ou 3 fois pour que ça fasse moins mal, et peut-être étaler les paiements. Enfin voilà, je pars vraiment du principe qu'à partir du moment où tu anticipes et que tu prévois ça, tu peux lisser ces dépenses-là et déjà ça fait moins mal. Le fait de, alors pas de les mensualiser, mais de lisser ça, au lieu d'avoir tout qui arrive en septembre. Après, par exemple, pour les équipements, alors ça dépend des situations financières de chacun, bien sûr. Si les gens qui ont les moyens, évidemment, ils ne se posent pas trop la question. Mais si ben voilà, tu es dans une situation financière un peu délicate, il faut aussi voir en fonction de sa situation. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre de l'occasion, par exemple. On n'est pas obligé d'aller forcément acheter du neuf et de la marque pour équiper son gamin. Surtout s'il démarre. Si c'est un nouveau sport, il ne sait pas s'il va durer longtemps, pourquoi investir 400 € dans l'équipement? Il faut se poser ce genre de questions aussi. Il existe Boncoin, il existe Vinted. Le nombre de gens qui vendent ça sur d'occasion en bon état et pas cher, ça peut être voilà, des petites astuces à penser pour ces familles qui n'ont pas forcément les moyens. Et comme je dis, si le petit, voilà, il commence à vraiment pousser dans le sport et il a besoin d'équipement, là, c'est la question. Mais quand il va démarrer un sport, enfin, je pense pas que l'investissement en équipement neuf soit pertinent. Que l'occasion peut vraiment être une bonne question à se poser. Et voilà, l'autre réponse, je me répète un petit peu, mais voilà, c'est de pouvoir anticiper ça et lisser un peu les dépenses liées à l'activité sportive. Mm. Ouais, c'est une bonne idée. En plus, je suis en train de me dire, maintenant que tu réponds à ça, souvent il y a des groupes Facebook avec du club, par exemple, où ils vont Mhm. dire où il y a les événements et tout. Pourquoi pas demander à d'autres parents s'ils n'ont pas une paire, un short Ah, en mais rave. clairement. Ben, c'est euh, clair. Et puis même dans le club, alors ça c'est une fois que tu es inscrit, mais en faisant un peu les connaissances et tout, ben, de fil en aiguille, tu peux facilement trouver le petit qui a grandi et voilà, il met plus ça parce que ça ne les va plus, mais c'est en très bon état, c'est bien entretenu et soit il donne, ou même il le revendra forcément plus cher que s'il achète du neuf. Et comme tu dis dans les groupes Facebook, ça c'est un super moyen de ne pas hésiter. Hein. Ok, bah, je cherche tel équipement pour mon fils, contactez-moi en message privé, et puis voilà, quoi, tu peux faire des transactions intéressantes et voilà, peut-être réduire de 80% ton investissement dans l'équipement. euh, je voulais savoir, qu'est-ce que tu conseilles aux parents qui sont souvent dans le rouge et qui appréhendent ou qui ont peur, bah, justement, le monde payer l'activité, là, justement. Ils savent qu'ils sont nés dans le guidon, là, comme on dit. Ouais. Comment tu peux les aider ou les conseiller là-dessus? Genre, ils ont pas le Alors, temps, justement, de lycée, et puis là, ils se retrouvent dans le rouge. Le gamin, justement, il a eu, je sais pas moi, un problème aux dents. Fallait s'en occuper, ouais. ou problème de voiture. Tu, Mhm. qu'est-ce que tu peux conseiller là-dessus? Euh, C'est-à-dire sans, enfin, en mode imprévu, je dirais que en fait, dans la gestion de budget, de manière générale, un truc enfin, le plus gros problème, de manière générale, c'est les imprévus. Ça peut être les imprévus pour la voiture, pour le logement, et ben voilà, l'activité qu'on n'a pas prévue pour le petit, ben, c'est un imprévu aussi. Donc, moi, ce que je conseillerais des gens, aux gens qui sont dans la gestion de budget, c'est vraiment de mettre un fonds d'urgence de côté, enfin, de mettre au moins 1 000 € de côté, pour que déjà, voilà, en cas d'imprévu, on ait de quoi faire. Après, si la personne est à découvert, par exemple, et que du coup, elle n'a pas d'épargne, ben, là, après, c'est du pragmatisme, hein, c'est pas forcément un conseil d'expert, mais c'est du pragmatisme, c'est de demander de payer en plusieurs fois pour qu'elle puisse payer son adhésion et de ne pas creuser plus en découverte. Ou éventuellement prendre un crédit pour ça, même si je suis anti-crédit, je déconseille au maximum d'en faire. Mais s'il n'y a vraiment pas le choix, qu'elle a découvert et qu'elle n'a pas d'épargne, ben voilà, il y a, dans ces, enfin,
Dans cette situation-là, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions, quoi. C'est soit de demander à étaler les paiements, de demander, voilà, peut-être éventuellement de mensualiser ça pendant 3 4 mois, ou, euh, ou éventuellement de faire un crédit à la conso pour le faire, mais c'est pas l'idéal, quoi. Il me semble que, dis-moi si je me trompe, mais ça coûte moins cher de faire un crédit à la consommation que de payer des agios, non? Euh, non, ça dépend. Après, ça dépend des banques, hein. Ça dépend des Ça banques. dépend. Ça dépend des banques parce que c'est la banque en ligne, par exemple, elle prendra moins d'ajouts en général qu'une banque en dur. Et le crédit, ça dépend du taux aussi. Mhm. Donc, mais oui, de manière générale, en général, le- les intérêts que tu payeras sur le crédit seront moins élevés que sur les agios. Et pareil, ça dépend aussi de combien tu passes en découvert, si tu le fais souvent. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, quoi. Mais l'idéal, c'est d'avoir aucun des deux, quoi. Parce que c'est vrai que c'est des dépenses qui te font encore plus rentrer dans le cercle vicieux. Donc, pour moi, l'urgence, c'est d'abord sortir du découvert pour éviter payer les agios. Et une fois qu'on sort du découvert, on se concentre sur le solde, enfin, de solder les crédits petit à petit. Ok. Tu disais tout à l'heure que la première chose, donc, c'est de lisser les dépenses dans le mois, enfin dans l'année, pardon. Ouais, La deuxième, c'était donc de faire une sorte d'épargne de précaution pour l'enfant, ouais. si je comprends bien. Alors, Pour... euh, ouais. alors, c'est pas exactement ça. L'épargne de précaution, ça c'est vraiment plus pour le foyer familial que c'est Ok. important d'avoir une épargne de précaution. Voilà, pour le foyer familial, en général, on recommande 3 fois le montant du salaire pour faire face à tout type d'imprévu. Mais par contre, moi, ce que je trouve intéressant de faire, c'est en fait, d'utiliser des enveloppes virtuelles. Des néobanques comme N26 ou Revolut proposent ça. Et du coup, tu peux, par exemple, sur ton budget mensuel, tu fais un virement automatique, 50 euros, qui part sur ces enveloppes virtuelles et tu constitues un budget pour l'enfant. Comme ça, le jour où tu as un imprévu pour l'enfant, ben, tu as le budget pour l'enfant qui est prévu. Donc, en gros, je récapitule, sur ton budget mensuel, imaginons que tu gagnes 2000 euros par mois, tu as ton loyer, c'est 500 euros, ton électricité, c'est 50, machin. Tu rajoutes une ligne et tu dis l'imprévu enfant, c'est 50 euros. Ces 50 euros, c'est un virement automatique qui part sur un compte à part et qui va constituer une cagnotte pour l'enfant en cas de problème. Ça peut être Ok. du coup de santé et ça peut être utilisé pour le sport. Mais ça peut être Ok. une cagnotte aussi qui se prévoit, par exemple, ben, en septembre, on se rend compte, bon, cette année, ben, j'ai fait de la merde, ben, j'ai pas anticipé, mais on sait que l'année prochaine, il y aura pas une licence, on peut l'anticiper ça. C'est-à-dire que on sait que la licence, elle coûte 300 euros, 300 divisé par 12, je sais pas combien ça fait, mais ça doit faire 25, un truc comme ça, Hmm. 25-30 euros. Ben, tu te mets un virement automatique de 25 euros tous les mois, comme ça tu réfléchis pas et tu constitues ta cagnotte pour la licence de septembre de l'année prochaine. Ça peut être D'accord. une solution en fait pour faire une épargne forcée sans réfléchir et qui t'évite cet imprévu qui au final est prévisible en fait. Est-ce que tu conseilles donc du coup cette enveloppe virtuelle chez N26, tu as dit, je crois, et Revolut, ou est-ce C'est qu'il vaut ça. mieux, ou est-ce que tu ouvres un livret A ou un LDD, c'est pareil? Tu peux. Alors le livret A et le DD, bon, c'est des épargnes qui sont rémunérées, alors, très faiblement maintenant, ils sont à 0,5, donc c'est pas ça qui fera gagner de l'argent. Moi, je conseille en général d'avoir un livret A ou un LDD pour ton épargne de précaution. Là, tu mets Mhm. vraiment toute ton épargne en cas de coup dur, quoi que ce soit, hein, pour quoi que ce soit. Et, euh, et vraiment, si tu veux te faire une cagnotte vraiment pour un truc précis, par exemple pour la licence du petit en septembre, ou je sais pas, vraiment un budget spécifique pour les imprévus de la voiture, ben là, je pense que les enveloppes virtuelles sont bien parce qu'elles ne sont pas rémunérées. Mais bon, comme je te dis, c'est pas très grave parce que tout peut qu'on gagne sur livret A, ça va pas changer grand-chose. Mais enfin, tu vois, c'est des coffres qui sont bien faits, c'est tout est automatisé, tu peux tout virer en automatique. Et puis voilà, tu peux mettre une image. Et psychologiquement, je trouve que c'est bien d'avoir un coffre-fort virtuel avec une épargne qui part en automatique sans réfléchir. Et ça te constitue ta cagnotte pour un truc précis. Donc, je pense que c'est bien d'avoir les deux, d'avoir le livret A pour ton épargne de précaution classique et pour un projet ou une dépense spécifique, de faire cette petite cagnotte-là. Parce que c'est bête d'ouvrir un livret A juste pour la licence du petit, tu vois. Ok. Et si, là je pars encore un peu plus loin, je vais avoir un nouveau-né, donc je sais que Ouais. plus tard, il va faire des activités.
Donc là, je peux prévenir bien plus en amont les finances qui vont arriver. Là, tu conseilles de faire quoi? D'ouvrir quoi comme style d'enveloppe? Alors, ça dépend. Quand tu parles d'activité, tu parles du coup de gros coûts, d'investissements importants ou d'une licence, enfin, tu vois, du même type de coût? Du même style de coût, hein, ça revient, il faudrait que je regarde les prix, mais de toute façon, à peu près l'activité physique, si je me trompe pas, c'est entre 300 et 500 € par an, je crois, il me semble. Ouais. Donc ça fait quand même, ça peut chiffrer vite, hein, de toute façon. Hem et donc du coup, voilà, pour prévoir des dépenses comme ça. Bah, si c'est une dépense, on va dire, de ce type-là, je pense que l'anticiper, 1 ou 2 ans avant avec la méthode qu'on a dit, c'est-à-dire un petit virement fixe de 20 ou 30 € par mois vers une cagnotte, je pense que ça suffit. Par contre, si c'est pour des dépenses plus importantes, par exemple payer les études des enfants ou payer la voiture ou des choses un peu plus chères, mais du coup les activités d'enfants peuvent rentrer là-dedans et là pour le coup tu vas faire une méthode d'épargne un peu différente. C'est-à-dire que tu vas plus te baser tu vas plus aller sur une assurance vie par exemple. Une assurance D'accord. vie où tu auras des avantages fiscaux intéressants, tu auras un rendement, un vrai rendement et pas, parce que là l'épargne vie c'est pas rémunéré. Et là, tu peux te dire, enfin, le foyer familial peut se dire, ok, ben, il y a 50 € qui partent tous les mois, mais ça, c'est pour plus tard, pour le petit, la petite, et ça pourra servir soit aux études des enfants ou aux activités sportives. Ça peut Oui, rentrer dans ce budget. exactement, parce que, admettons, ça serait bien l'assurance vie si il arrive au niveau de l'adolescence, par exemple. Voilà, ça, c'est mieux parce que du coup, en général, à l'adolescence, enfin, les coûts liés sont peut-être un peu plus importants aussi. Donc, mais même pour 10 ans, enfin, avec une assurance vie, en général, c'est intéressant au bout de 5 à 10 ans, c'est déjà très intéressant, quoi. Donc, c'est une très bonne pratique hein, de faire dès la naissance, ouvrir une assurance vie. Alors, il y a d'autres supports, mais l'assurance vie, c'est quand même un des supports quand même aujourd'hui les mieux, on va dire, pour de l'épargne sécurisée et pour du long terme. Et voilà, sans réfléchir, tu fais un virement de 50 €, ça c'est pour le petit, pour la suite, quoi. Que ce soit pour les activités sportives, pour les études, pour une future voiture, ou j'en sais rien. Et sur le long terme, eh ben, l'épargne, voilà, elle sera importante, quoi. Et ça permettra de payer des choses importantes comme ça. D'accord. Et comme tu dis, plus tôt tu l'anticipes, mieux c'est. Même si c'est pas que pour l'activité sportive, ben, Oui, les ça peut parents ils être pourront d'autres piocher dedans. activités. Oui, Mais ils pourront exactement. piocher dedans. Et, et c'est bien parce que, en plus, l'assurance vie, pardon, c'est relativement liquide dans le sens où on a tous en tête que c'est bloqué 8 ans, on peut pas y toucher et tout, mais c'est faux. Enfin, souvent, on pense que l'assurance vie, on peut pas y toucher, mais c'est faux. On peut retirer quand on veut sans fermer l'assurance vie. C'est juste que si on veut profiter des avantages fiscaux au maximum, c'est mieux d'attendre 8 ans. Mais si on retire avant 8 ans, ça reste intéressant. Ça reste très intéressant. D'accord. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Justement, il arrive au niveau de l'adolescence et il va faire donc toujours ses activités physiques, mais il vous faudra aussi forcément un peu de l'argent de poche pour, commencer à sortir. Et je voulais savoir, est-ce que toi, tu as des conseils par rapport à ça? Comment gérer, l'argent de poche, quand on va commencer à en donner aux enfants? Alors, moi, je vais pas te mentir, je l'ai pas vécu personnellement parce que ma fille a que 6 mois, donc j'ai pas encore d'argent de poche. Mais dans un de mes épisodes, je parle avec une coach parentale où justement, longuement échangé avec elle là-dessus. Et en gros, ce qu'elle conseille, qui m'a convaincu, déjà de donner de l'argent de poche, parce qu'il y a beaucoup de parents déjà qui se demandent quand donner l'argent de poche. Et je pense que la première chose à savoir, c'est attendre que le petit réclame lui-même. Pas forcément lui donner tout de suite, enfin, attendre que lui s'intéresse déjà à ça. Et, euh, et quand il s'y intéresse, on commence à lui donner. Et je pense que c'est vraiment important de lui donner l'argent de poche parce que c'est la première étape pour la gestion de budget en fait. Parce que ça va lui apprendre en fait à gérer son argent, même si c'est peu. Si tu lui donnes 5 € par semaine ou 10 € par semaine, eh ben, il sait que s'il le dépense tout de suite, et ben voilà, il va se faire un plaisir immédiat. Mais par contre, il sait que s'il attend un peu, il pourra se payer un truc à 40 € à la fin du mois. Donc ça commence vraiment à l'éduquer financièrement. Donc je pense que l'argent de poche, c'est vraiment une bonne chose et de commencer à lui donner quand lui le demande. Tout simplement. OK. Et donc toi, tu parlais de
argent que tu lui donnes donc régulièrement, un peu comme une sorte de salaire, mais par semaine, par exemple, et c'est à Mhm. lui après Ouais, de savoir, d'apprendre à gérer ça. Comme ça, il son... apprend à gérer son argent. Et je pense que c'est ça qui est bien, c'est que, bon, après, voilà, sur les choses qu'il veut se payer lui, bien sûr, hein, comme ça, ça permet aussi de le rendre un peu indépendant. Ça évite que l'enfant demande à ses parents toujours de payer des choses. Bon, voilà, t'as ton salaire, entre guillemets, à toi de gérer comme tu veux pour te payer ce que tu veux. Donc à toi de voir si tu préfères attendre un peu et te payer un plus gros truc ou tu veux te faire un plaisir immédiat et du coup te payer un petit truc et c'est comme ça qu'il va s'éduquer lui-même quoi, avec l'argent. D'accord, ok. J'ai une autre question, mais bon, pour l'instant, je n'ai jamais eu ce cas, donc voilà. Mhm. Mais je me dis, vu comment les réseaux sociaux se développent et puis les activités physiques se développent, je me dis ça peut peut-être concerner certains parents. C'était si le jeune il commence à avoir des contrats un peu, Ouais. on va dire, publicitaires, ça peut être, ou même sportifs peut-être. Que faire? Par exemple, moi je suis parent, on lui a proposé un contrat, donc il va recevoir de l'argent. Comment je gère Mhm. ça? Comment je peux l'aider? Ouais, parce que tu Il entends sera par là qu'il va mineur. recevoir t'entends par là qu'il va recevoir une grosse somme d'argent. Possible, ou ça se trouve, ça Ouais. sera pas une grosse somme d'argent ou une somme régulière peut-être, mais il sera mineur et du coup, comment on fait? Ben, déjà, tu as des comptes pour mineurs, hein, tu peux, t'as des comptes bancaires pour mineurs, mais c'est vrai qu'ils sont souvent réglementés et plafonnés, donc c'est on va dire compliqué de mettre beaucoup d'argent dessus. Je pense que le plus sain, c'est de pas forcément lui donner tout de suite. Enfin, il faut quand même qu'il puisse se faire plaisir, qu'il puisse en profiter. Mais je pense que ce qui est sain, c'est de pouvoir lui donner une part à lui pour qu'il puisse profiter de sa jeunesse, quand même, avec cet argent-là, mais pas tout lui donner parce que placer cet argent aussi. Et surtout s'il est mineur, je pense que c'est bien si les parents quand même placent cet argent de manière intelligente. Donc, justement, on parlait de l'assurance vie tout à l'heure, s'ils ont eu le réflexe d'ouvrir une assurance vie quand ils étaient petits, ils peuvent compléter cette assurance vie, qui sera du coup à la fois sécurisée et qui aura un rendement intéressant. Et voilà, je pense que ce serait le mieux à faire. C'est-à-dire, tu lui donnes une partie à l'adolescent, parce que lui, il sera conscient qu'il aura de l'argent, parce qu'il sera conscient que la pub, ça paye. Et s'il ne voit pas l'argent passer, je pense qu'il est frustré de ne pas pouvoir en profiter. Donc je pense qu'il faut pouvoir arbitrer ça de manière intelligente. Sur 100% du revenu, je dis n'importe quoi, hein, mais tu as 50% pour qu'il utilise et 50% les parents l'épargnent intelligemment en bon père de famille sur une assurance vie, ou sur un PEPA ou sur des investissements maîtrisés par les parents. Mais Depuis tout, au nom de l'enfant. ok, bah, j'allais y venir. En fait, depuis tout à l'heure, tu Ouais. parles beaucoup d'assurance vie, et il y a peut-être des Mhm. auditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est que l'assurance vie. Mais avant que tu définisses ça, donc tu me disais que c'est une assurance vie que tu mets au nom de l'enfant, que Ouais. tu En ouvres fait, au tu nom de as le l'enfant. choix. Tu as deux solutions. C'est soit tu ouvres une assurance vie au nom de l'enfant, Mhm, mais du coup, c'est les parents qui ont comment dire, procuration jusqu'à la majorité. À la mhm. majorité, c'est l'enfant qui a tous les droits. Ou alors, tu le fais au nom des parents, comment ça s'appelle, avec deux noms, en fait, le nom des parents et de l'enfant. Et à la majorité, du coup, vous pouvez décider si vous continuez à être comment dire, le seul, la seule personne qui gère ça ou si vous transférez ça à l'enfant. Parce que ça peut être intéressant ça on ne peut pas le savoir à l'avance, hein, mais si vous voyez qu'à 18 ans, votre enfant, il ne fait pas forcément attention à l'argent, des fois, il y a des parents qui préfèrent du coup garder la main dessus pour éviter qu'il dilapide tout dans des voitures ou dans peut-être des choses de jeunesse. Et s'il avait attendu 10 ans, il va peut-être acheter un truc peut-être qui lui aurait plus servi. Donc voilà, ça dépend de comment les parents voient la chose. Et voilà, il y a les deux solutions. Soit au nom d'ouvrir au nom de l'enfant, et à la majorité, c'est l'enfant qui gère tout, soit au de non, et les parents, ils peuvent garder la main après 18 ans. Et donc, du coup, tu parlais d'assurance vie. Est-ce que tu peux en dire un peu plus pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une assurance vie? Bien sûr.
L'assurance vie, c'est un placement. En fait, à la base, c'est bizarre parce qu'on parle d'assurance vie maintenant comme un placement, mais à la base, en fait, c'était vraiment pour, c'était, voilà, comme on dit, une assurance contre la mort. Hein. C'est-à-dire que quand on mourait, l'argent, il allait à ses héritiers. Et maintenant, c'est plus vu, alors c'est toujours le cas, hein, mais c'est plus vu comme un placement un peu bon père de famille parce que les livrets A et les DD ne rapportent plus grand-chose. Et dans l'assurance vie, en fait, on peut placer son argent sous deux types de fonds. Soit ce qu'on appelle le fonds euro. Le fonds euro, en gros, c'est un revenu sécurisé qui est sûr, qu'on peut retirer quand on veut et qui est sûr. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a un rendement de 1,5% et il est sûr. On ne dépend pas des marchés financiers. En fait. Il n'y a pas de fluctuation, c'est de l'argent qui est placé de manière sûre. L'autre solution dans l'assurance vie, ce qu'on appelle les unités de compte. Et là, en fait, c'est l'équivalent d'investir sur des actions en bourse. Alors, je grossis le trait, hein, je pourrais rentrer plus dans le détail, mais en gros, fonds euro, c'est de l'argent sécurisé comme sur un livret A, mais avec un rendement plus important. Et unité de compte, c'est l'équivalent d'investir en bourse. C'est des supports différents qu'une action. Enfin, on peut acheter des actions directement, mais en gros, on s'expose au marché financier. C'est-à-dire que l'argent n'est plus garanti. Donc, il fluctue, hein, on peut faire de l'argent comme on peut en gagner, mais les rendements sont potentiellement plus importants. Ok. Est-ce que j'ai été clair? Je ne sais pas si. Moi, ça va. Moi, en tout cas, j'ai compris. On verra dans les commentaires s'il y en a qui n'ont pas compris. Ok. Je voulais savoir, donc tu parlais d'assurance vie comme placement pour, pour prévoir les futures dépenses liées aux enfants. Est-ce que tu as d'autres, on va dire, d'autres sources d'épargne, ou je dirais pas de sources d'épargne, mais d'autres poches, d'autres enveloppes que tu connais qui existent pour prévoir ça ou pas? Bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs. Alors, il y a le PEA, donc le plan Ok, d'épargne en action. Ça, c'est vraiment pour investir soi-même directement en bourse. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'ouvrir tant que la personne n'est pas majeure. d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir au nom de l'enfant un PEA. On peut Ah, on ouvrir des peut pas. PEA Ok, jeunes. Ouais, on peut pas. On peut ouvrir des PEA jeunes à partir de 18 ans. Ça, ok, c'est bien pour éduquer financièrement son enfant. Par contre, on peut ouvrir un peu à son nom. Et après, voilà, c'est là où c'est difficile, mais à prévoir peut-être c'est un certain portefeuille spécifique pour son enfant. On se dit, on ne le touche pas, c'est pour mon enfant. Par exemple, le père, il a le PEA pour la famille, mhm, c'est vraiment le placement familial, et la mère, elle en ouvre un à son nom, mais on considère que ce PEA, il est pour l'enfant. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok, C'est une possibilité. Et ça, bon, du coup, c'est mieux. Après, voilà, il faut quand même se former et comprendre comment ça marche, mais c'est mieux que l'assurance vie dans le sens où les frais sont moins importants. Pas de frais de gestion, enfin, il y a moins de frais. Par contre, il n'y a pas de rendement sécurisé comme sur l'assurance vie. C'est expliqué que sur l'assurance vie, tu as soit le fonds euro sécurisé, soit sur les marchés financiers. Mais que là, le PEA, c'est que marché financier. Il n'y a pas de rendement sécurisé. Et puis, il faut ok, choisir soi-même ses actions. Et après, tu as le compte titre ordinaire, ok, qui est pareil de l'investissement sur les marchés financiers. La seule différence avec le PEA, c'est que tu peux investir dans le monde entier, notamment sur les actions américaines. mhm, Et la fiscalité est un peu différente. Elle est un peu moins avantageuse que sur le PEA, mais elle ok, reste quand même suffisamment intéressante suite aux dernières réformes. Et donc voilà. Et le compte titre, par contre, tu peux. Alors, suivant les courtiers en ligne, tu as certains courtiers en ligne qui acceptent l'ouverture au nom de l'enfant. Ils sont mhm, très rares. Mais la plupart, voilà, pareil, là, je conseille d'ouvrir, par exemple, au nom du père ou de la mère, un compte titre, mais qui sera dédié à l'enfant. ok. Donc, assurance vie, PEA et CTO, C'est ça. c'est ça. Sachant que le C'est ça. CTO, tu as dit qu'il y avait moins d'avantages ou c'était moins bien que Fiscal. le C'est un fiscal. peu moins intéressant fiscalement que le PEA. Et tu peux nous expliquer En, pourquoi? ouais, en gros, au bout de 5 ans, sur le PEA, tu es, imposé, tu n'as plus d'impôt sur la plus-value. Ok, Donc, plus-value, je récapitule vite fait, en gros, tu mets 1000 euros et ton action elle monte à 1300, la plus-value c'est 300 euros. Et tu as un impôt sur ces 300 euros. d'accord. Sur le PEA, après 5 ans, tu n'as que la CSG qui s'applique. Donc 17,2% sur ces 300 euros. Après 5 ans. Alors que sur le compte titre, c'est 30% qui s'applique. C'est la flat tax. Ok, Donc c'est un peu plus imposé. C'est juste ça la différence.
Ouais, il y a quand même sacrée taxe en plus, hein. 13% de plus. Ça fait le double, mais c'est que sur la plus-value, hein, c'est pas sur le capital, c'est que sur la Ok, plus-value. d'accord. Très bien. C'est pour ça Euh, que, bon. ouais, ben, je crois que tu as répondu quand même à pas mal de mes questions. Et en plus, les gens, s'ils veulent plus de renseignements, je mettrai en lien donc tes coordonnées pour qu'ils puissent te contacter s'ils veulent plus. Bah ouais, avec grand plaisir, je propose des rendez-vous téléphoniques gratuits en plus de 15 minutes pour échanger sur la situation des gens. Donc, c'est avec plaisir. Et puis après, sur mon blog, hein, il y a un paquet d'articles aussi. Et mon podcast hein, qui en dit pas mal aussi. Donc, Je vais te poser les petites questions de fin. Est-ce que tu as un livre que tu conseilles aux auditeurs? oui, je conseillerais The Millionaire Next Door, qui est d'ailleurs traduit en français maintenant. Qui en français, ça voudrait dire mon voisin le millionnaire. Et en gros, ça décrit, c'est une étude en fait qui a été faite aux États-Unis sur les millionnaires qui, entre guillemets, payent pas de mine. C'est-à-dire des gens qui ont su gérer leur budget intelligemment, qui sont des petits entrepreneurs, qui n'ont pas fait fortune, mais qui ont suffisamment d'éducation financière pour avoir investi dans les bons placements, au bon moment, de manière disciplinée, d'avoir une gestion du budget disciplinée, et qui permet de prouver en fait que quelqu'un de la classe moyenne peut devenir millionnaire. C'est pas donné à une élite. Et je trouvais ce livre super intéressant parce qu'il y a vraiment des leçons intéressantes à apprendre sur la façon de gérer ses finances, sur pourquoi s'intéresser aux investissements le plus tôt possible, c'est important. Et je pense que il devrait être lu par beaucoup de monde. Ouais, est-ce que c'est transférable en France? Parce que je sais que l'économie américaine ne fonctionne pas pareil que l'économie française. Ouais, et complètement parce que je suis d'accord avec toi, hein, parce que sur certains bouquins, c'est difficilement transposable. Mais oui, oui, complètement, parce que c'est ça que j'aime bien, parce qu'il va parler de choses simples. Par exemple, il explique que le millionnaire next door, il roule dans une voiture qui vaut 5000 balles. Hmm. Alors qu'il y a des gens qui ont 10 000 euros de patrimoine et ils roulent dans des BM et des Audi, tu vois. Hmm. Et il explique ça sur la façon d'état d'esprit, pareil, sur la façon de s'habiller, sur les montres, sur le prix des costards. En fait, la plupart des millionnaires, ces fameux millionnaires là, de la classe moyenne, et ben en fait, c'est des gens simples en fait. Ils cherchent pas à impressionner, ils payent pas de mine. J'explique sur tout pas de mine. Ils ont compris en fait que ça sert à rien d'être matérialiste, de dépenser, de faut plein la vue à tout le monde, en vivant de manière simple et en plaçant son argent intelligemment. Et ben en fait, on constitue un patrimoine vraiment intéressant et atteindre la liberté financière. Ce que beaucoup arrivent à faire. D'accord. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou un compte Insta que tu conseilles de suivre aussi? Ouais, alors en chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube sur la bourse. Je conseille Sébastien Coubard. C'est un gars que j'ai découvert il y a un an et avec qui j'ai énormément appris sur la bourse. Il démocratise vraiment la chose, même on part de zéro, donc vraiment, vraiment bien. Ok. Et un compte Instagram, il y en a beaucoup. Ouais, Il y en a beaucoup, beaucoup. Je dirais Finance Personnelle 2.0, qui est, qui est un de mes concurrents, mais qui est très très bon. Donc je me permets de lui faire le pub. personnel 2.0. Ok. Une personne que tu aimerais entendre dans le podcast prochainement? J'aimerais entendre La Petite Budgeteuse, qui est pareil, une concurrente à moi et qui m'impressionne par son parcours et par l'audience qu'elle a réussi à avoir. C'est une personne qui est partie de découvert et de multiples crédits conso et qui maintenant devient une investisseuse hors pair. Et elle m'impressionne par sa volonté, sa capacité à apprendre, à se développer. Et j'aimerais vraiment l'entendre. J'ai pris contact pour faire le soir bientôt. D'accord. Un jeu que tu aimes faire ou avec les jeunes ou que tu aimerais que les jeunes fassent? Alors, répète la question. Un jeu, peu importe le jeu, hein, que tu aimerais que les jeunes fassent ou que toi t'aimes faire avec, par exemple, avec ta fille? Moi, ma fille, elle a 6 mois, donc les jeux, ils sont Limité, assez ouais. basiques pour l'instant. Ouais. Euh, moi, j'aime bien le sport, donc moi, j'aurais tendance à ouais, faire un foot, quoi, un sport collectif, je dirais. Je trouve Ok. que c'est intéressant, quoi. Ou des jeux qu'on faisait.
quand on était à l'école, là, comment ça s'appelait là, le jeu, le ballon prisonnier. Je Ah pense que ouais. c'est des jeux qui sont, je pense, que très ludiques et marrants pour les enfants. Hmm. Ok. Bah écoute, merci, tu as répondu à toutes mes questions. Je te remercie beaucoup pour ton attention que tu m'as apporté. Merci à toi, hein. Merci à toi pour m'avoir invité et puis des questions très pertinentes aussi. Ok, bah écoute, oui. Merci beaucoup en tout cas. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Aussi, merci. Salut. Salut. C'est la fin de cette interview. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.